Donc avec vous, Monsieur Rognard, on a vu quelles étaient les réalités du changement climatique sur l'arboriculture, comment on la mesure en termes phénologiques, en termes de rendement, de qualité, les conséquences que ça pouvait avoir sur certaines même typicités de production, les IGP, les AOP qui se posent pas mal de questions. Avec toi, Jean-François, on se tutoie parce qu'on se connaît. On n'est pas à la télé, donc je suis pas obligé de faire semblant. Tu es directeur scientifique à l'ACMG, l'association climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest. Une association qui a été créée par des agriculteurs, sauf erreur de ma part, qui se posaient des questions dès 1959 sur l'évolution du climat et qui se sont dit on a besoin de se doter de moyens techniques pour faire de la recherche appliquée et anticiper nos enjeux de production. Et donc tu en es le directeur scientifique et avec toi on va parler d'évolution du contexte climatique depuis les années 60 et les conséquences là aussi en termes d'arboriculture pour aujourd'hui et demain. Volontiers. Mesdames, Messieurs, donc qu'est-ce que je vais vous présenter? Des choses d'ici, de la Moyenne-Garonne, ce que nous avons vécu en Moyenne-Garonne depuis déjà donc, les années 50, avec les conséquences sur l'arboriculture. Ce sont des arboriculteurs qui ont créé la CMG pour faire en sorte que des techniciens veillent à leur place pour les alerter pendant la nuit, pour décider à quel moment il faut lutter contre le gel et avec quel système. Je pourrais parler aussi d'autres conséquences sur les canicules, mais je resterai là-dessus et j'essaierai à la fin de montrer comment tout ce qu'on a fait à la main à une époque peut se faire maintenant par des moyens numérisés. D'abord, je m'appuierai sur les résultats d'un projet européen, Risque Aquasol, qui nous a permis, durant les 60 dernières années, d'analyser les tendances climatiques comme Jean-Michel vous les a montrées avant. Et là, on a voulu travailler avec des Irlandais, des Anglais, qui ne pensent pas comme nous sur le changement climatique, et qui pensent que l'eau, c'est un problème, il faut évacuer l'eau, alors que nous sommes plutôt méditerranéens, et on pense que si on ne garde pas l'eau au moment où elle tombe, elle fera défaut pendant les moments où elle n'est pas là pendant l'été. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que tous les secteurs qui sont proches des océans ou de la mer sont des secteurs où les températures montent moins rapidement que les secteurs qui sont plus continentaux. Par contre, il y a partout des augmentations de précipitations ces dernières années, et ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que ces précipitations, on vient de le voir dans le Béarn, elles peuvent être tellement abondantes qu'elles vont remettre en question des équilibres que l'on avait dans le passé. Voici pour Agen, depuis 1891, les cumuls de précipitations annuels. Et on voit que pendant les périodes passées, on avait des sécheresses relativement importantes avec 300 mm, même pas. Et aujourd'hui, on se rend compte que les minima ont augmenté. On a presque, même les années les plus sèches, le double des précipitations de ce qu'avaient nos arrière-grands-parents. Et ce qui faisait bouger les pluies, c'était quand il y avait un météorite qui explosait ou un volcan, comme le Pinatubo, qui, mettant des poussières, des aérosols dans l'atmosphère, permettent d'augmenter les précipitations en faisant baisser les températures de 1 à 2 degrés. Aujourd'hui, on voit, comme cette année, que ces explications ne sont pas là. C'est surtout la température de l'océan qui, en stockant l'énergie qui ne peut plus partir par rayonnement, fait qu'il y a davantage d'évaporation et donc de transfert d'eau des océans vers les continents. Du coup, cela nous a amené à postuler que l'avenir de notre transition climatique s'appuiera sur l'eau de pluie, comme un outil, comme un moyen de faire baisser les températures à travers l'évapotranspiration. Si ces cumuls annuels de pluie sont, je viens de le montrer, du moins pour la plupart des régions, en augmentation, ça ne veut pas dire que pendant l'été, on va avoir suffisamment d'eau avec les moyens que nos ancêtres et ce que nous avons fait depuis 50 ans permettent à cette eau qui est tombée en abondance à des moments, soit disponible pendant les moments où on en avait besoin, parce qu'il va faire plus chaud et qu'on en aura davantage besoin. Et donc, comme postulat, c'est il faut stocker et économiser cette eau. Mais l'économiser tant qu'il ne fait pas trop chaud. Parce qu'en 2003, on a eu plus de 2000 morts parce qu'on a respiré de l'ozone, parce qu'il n'y avait pas assez de vapeur d'eau dans l'air que l'on respire, y compris en ville. Or, la vapeur d'eau qui aurait pu remplacer cette ozone, c'est celle qui s'évapotranspire à travers les végétaux.
dont les arbres fruitiers notamment. Et pour ça, donc, il faut économiser l'eau. C'est par exemple ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années avec les sondes capacitives qui permettent de mesurer très précisément ce que consomme une plante et se rendre compte que souvent, mon président sur-irriguait. Pour lui, il fallait que le sol fasse schlock, schlock pour que ce soit bien, alors qu'un sol sans air ne fonctionne pas au niveau des racines. Pourquoi il faut économiser l'eau? Pourquoi il faut la stocker? Pour que les jours où il fait plus de 33 à 35 degrés pour nos régions, mais les Anglais me disent 27-28, et puis les Espagnols de Séville me disent 38-40. Donc, lorsque les températures dépassent les seuils de confort d'une population, il faut pouvoir utiliser cette eau que l'on nous a stockée pour la mettre en abondance à travers les végétaux. Et c'est ce que l'irrigation fait de mieux en arboriculture. Il fait de plus en plus chaud, suivant les secteurs. Là, j'ai des données uniquement sur le pourtour atlantique. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a une variation aléatoire, ce qu'on observe, c'est à peu près 1 demi-degré tous les 10 ans. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre, sauf s'il y a un volcan, un météore qui explose et fait baisser la température. Moi, j'espérais que la Covid qui nous a suspendus dans nos activités fasse baisser ces températures, cette augmentation, le taux de CO2. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les solutions qu'on va trouver dans les 10 à 20 ans à venir devront aller au-delà de ce que nous avons été obligés de faire pendant ces 2 dernières années. On a réduit nos consommations d'énergie fossile parce qu'on ne s'est pas déplacé, mais il va falloir faire pire que ça, beaucoup plus que ça, si on veut atténuer. Un bon indicateur de cette tendance, ce sont le nombre de jours où il fait 30 degrés, comme ici, ou 35 ou 40. Dans les années 50-60, c'est quand il faisait sec qu'il faisait chaud. Comme en 64, comme en 76. Aujourd'hui, c'est tous les ans qu'il fasse chaud ou très pluvieux, à part 2021, où il a relativement bien plu et où les températures sont restées. 2003 a été quasiment atteint en 2019, et vous en avez parlé dans le sud-est avec des phénomènes d'échaudage dingues. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On peut imaginer que cette courbe va continuer à progresser. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Non. On n'est pas prêt parce que notre loi fera que tous les préfets seront obligés et préfètes obligés, lorsque la ressource en eau sera limite dans une rivière, d'interdire l'utilisation de l'eau pendant les jours de canicule, alors qu'il faut faire le contraire. Il faudrait que ce jour-là, les préfets nous envoient à tous un signal en disant « toute l'eau que vous avez économisée, mettez-la en abondance dans vos vergers, dans vos arbres, dans vos jardins, pour réduire la température ». Nous avons observé 200 mm de pluie de plus pendant l'été, c'est 4 degrés de moins d'amplitude thermique en moins. Revenons au gel. Les températures minimales, et tu l'as dit juste avant, en 87, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu des années 80. Je pense que c'est sans doute lié au fait que les océans ont vraiment commencé à se réchauffer à ce moment-là, avec cette inertie. Et donc, à la fin des années 90, on se disait, ça y est, il va moins geler parce qu'il va faire plus chaud, les températures minimales, on va pouvoir travailler comme les gens de l'Éride, avec qui on a commencé à travailler, et merde, il gèle. Et il gèle fort, comme en 91. L'arboriculture a peut-être été moins touchée qu'en 91 ces dernières années, cependant. On a peut-être gagné ce 1 degré de différence. Mais la vigne, elle, qui aura du sol, a énormément souffert. Je ne redis pas ce que tu as montré, juste pour dire que sur Aiguillon, on a des producteurs de golden qui ont aujourd'hui de l'alternance et qui se demandent s'ils vont arrêter la production de golden dans la vallée de la Garonne. Ce sera publié dans le travail de Jean-Michel Legave. Patrick Debert a fait un travail sur tous les stades F1 que nous avons relevés en vallée de Moyenne-Garonne, donc de Garonne, depuis les années 50. Et on voit une extrême variabilité d'une année à l'autre, avec des années où il peut y avoir ce stade floraison tout début avril,
ou presque à la fin avril. Et puis progressivement, l'enveloppe des maxi et des mini commence à baisser. Par contre, la précocité est toujours à peu près la même. C'est les dernières dates les plus tardives qui vont être sans doute plus, peut-être à peu près au même niveau. Du coup, il a fait une probabilité d'occurrence. En noir, c'est ce qu'il y avait jusqu'en 2000, de 91 en 2000, et on voit que cette probabilité d'occurrence va légèrement diminuer, mais reste présente. Ça veut dire que jusqu'à la fin avril, on aura toujours un phénomène de risque. Et si, alors qu'on a une végétation qui est arrivée, on a la malchance de se retrouver dans un flux de nord, passant sur des continents, ou de nord-est, venant de Biélorussie, passant sur la Pologne et l'Allemagne, donc à la différence d'un flux qui passerait sur l'océan en s'humidifiant et en arrivant sur nous avec des nuages, nous avons là et là les conditions du gel de rayonnement, c'est-à-dire une masse d'air froide dans laquelle il n'y a pas d'humidité pour créer l'effet de serre. Et ce n'est pas le CO2 ou le méthane qui est capable d'empêcher les 150 watts par mètre carré qui partent pendant la nuit. D'où les besoins de s'adapter. Il y a quelques années, certains disaient on ne va plus avoir besoin de lutter contre le gel. Aujourd'hui, peu affirment cela, au contraire, recherchent des moyens efficaces, sachant malgré tout que les investissements d'aujourd'hui, peut-être que pendant 10 ans, ils ne serviront à rien. Parce qu'un phénomène rare, c'est quelque chose qui, quand il se produit fréquemment 2-3 années de suite, a une probabilité de plus faible de ne pas apparaître derrière. Mais ça, c'est indépendant de ce que je viens de vous dire, mais c'est une possibilité. Du coup, il faut rechercher des systèmes de moyens de lutte qui seront bas carbone et qui pourront être utilisés pour d'autres choses. Pour la vigne, par exemple, qui n'était pas protégée par le gel, nous poussons à utiliser l'eau qui servira pour lutter contre le gel, mais qui pourra servir dans 5 ans ou 10 ans pour irriguer, sinon les haies autour des vignobles, mais peut-être même la vigne, pour garantir une qualité de cette vigne. Donc, il faut trouver des moyens pour atténuer d'autres facteurs, et il faut avoir un bilan carbone faible. Déjà, il faut appliquer les principes de lutte passive. Cet après-midi, je partirai, parce que je vais à Lyon et puis à Sisteron, pour que ces principes soient acquis. Il faut protéger naturellement les vergers et la vigne de 1 à 2 degrés. Le problème, c'est que quand on veut faire de l'agriculture biologique, l'anerbement, ça refroidit de 2 degrés. Et donc, là, on a des dilemmes. Donc, la lutte active, je viens de parler de l'eau, c'est le meilleur moyen, moins 5, on peut sans doute aller jusqu'à moins 5,5, à condition qu'il n'y ait pas trop de vent. Il faut une ressource très élevée et il faut des sols qui permettent cela. Ensuite, il faut aller vers des systèmes de séchage. Avec Mathieu Vincent, il y a 15 ans, on a fait l'hypothèse que la tour à vent, ce n'était pas du chauffage, mais c'était du séchage. Et on a... La tour à vent, peut-être juste expliquer ce que c'est. C'est en une seconde. Un moyen de ventiler et de tourner sur à peu près 3 hectares et demi maximum, en envoyant un flux d'air qui vient de 10-12 mètres, qui n'a pas été autant refroidi que l'air aura du sol. L'hypothèse d'il y a 50 ans, c'est on va chauffer avec cet air. L'hypothèse sur laquelle aujourd'hui on repose, c'est en séchant le végétal, on augmente sa durée de résistance au gel. Et pour faire en sorte que ces tours à vent, on puisse les utiliser pour lutter, par exemple, contre la tavelure, contre le mildiou, c'est-à-dire réduire la durée d'humectation de la rosée, il faut que ça ne fasse pas de bruit, ou le moins possible. Et donc, travaillons sur des systèmes qui ne vont pas protéger au-delà de moins 3,5. Désolé, ceux qui pensent que ça protégera à moins 4, moins 5, ce n'est pas possible. Mais il faut pouvoir travailler là-dessus. Et puis, il faut travailler, et ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette période où on a des nouvelles technologies qui s'appliquent, c'est de pouvoir regarder du ciel avec une caméra thermique quelles sont les différences de température. On a fait cette image le 13 avril. Déjà, ça nous a permis d'affirmer que la fumée, ça ne sert à rien pour lutter.
Tous ceux qui pensent que la fumée est un moyen de lutte, non. Le rayonnement infrarouge le traverse allègrement. Le visible, non. Et donc là, nous avons pu travailler sur l'idée de réfléchir à une échelle locale où sont les écoulements d'air froid, quelles sont les différences intraparcellaires et comment une tour avant, avec chauffage ou sans chauffage, protège de la même façon les zones enherbées différentes. Pour terminer, il faut anticiper et automatiser la lutte. Je vous le recommande, il faut 3 systèmes d'alerte indépendants. Ça peut être le voisin, mais il faut 2 autres systèmes automatiques parce qu'il peut se passer n'importe quoi qui fera que l'un des 2 systèmes ne marchera pas. Et il faut qu'ils soient indépendants. Il faut un système de prévision fiable des températures à l'air libre et de la température humide s'il y a de la lutte active, que ce soit avec la tour avant ou avec l'aspersion. Et pour ça, il y a plein de modèles. Il y a un modèle européen, américain. Nous utilisons l'américain GFS avec la sortie de 0,1. Et il faut des contrôles en continu pour le déclenchement et le suivi du bon fonctionnement de la lutte. Il ne faut pas appuyer sur un bouton et aller dormir. Il va se passer des choses derrière. Et donc pour cela, un projet européen qui s'appelle ClimAlert, nous y travaillons dessus pour qu'on puisse vous aider à obtenir des données de plusieurs réseaux et de plusieurs modèles. Aujourd'hui, ça fonctionne pour l'alerte des crues. Il pourra être utilisé dans quelques semaines pour le printemps avec une partie sur qu'est-ce que ça mesure, et c'est une station qui existe déjà, qui nous permet d'être vigilants. Il y a 20 ans, pour transmettre de la donnée, il fallait payer 30 € par mois. Aujourd'hui, c'est 0,5 € par mois ou même moins cher. Donc ça, il faut en profiter et il faut avoir les températures humides qui seront présentes pour pouvoir programmer pendant la nuit son travail, savoir à quel et recevoir un SMS ou un email pour pouvoir être alerté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Moi, je retiens que donc, il va faire plus chaud, mais il va plus pleuvoir, en tout cas dans nos régions. Que l'eau, finalement, c'est peut-être le meilleur moyen. On a de la chance qu'il pleuve plus parce que ça va être un moyen de réguler cette augmentation de la température. Que paradoxalement, vouloir chauffer, enfumer au pied des arbres ou des vignes, c'est pas forcément le plus efficace. C'est ça que je retiens aussi. Le chauffage par rayonnement, le rayonnement fonctionne. Le rayonnement fonctionne. C'est une bougie, quelque chose qui rayonne comme quand on est devant le feu, on sent la chaleur du feu. Bien ça protège. Du gel. Mais la chaleur qui monte à la verticale, celle-là, elle est perdue. Et donc, le rendement du système est très peu performant. D'accord. De l'intérêt aussi d'investir dans des systèmes de prévision, d'alerte de gel. On a retenu 3 systèmes indépendants. Et puis, on imagine bien que le numérique va avoir à faire là-dedans. Et c'est tout l'objet de cette journée. Donc, merci beaucoup encore pour cette intervention.